Hey, salut mes chouquettes! Bienvenue dans ce second numéro de Parlons littérature. Aujourd'hui, je vais vous parler de la saga littéraire, peut-être la plus longue, qui m'a, après la communauté du Sud, dont je vous parlerai une prochaine fois. Une saga donc littéraire de fantasy qui m'a énormément marqué et qui n'est pas encore finie. D'ailleurs, je tiens quand même à le préciser. Alors, il s'agit du coup de l'épée vérité de Terry Goodkind. Avant de vous parler de la trame principale, je tiens à vous parler des préquels. Il y a eu deux préquels. Il y a eu celui-là, voilà, qui est la première inquisitrice. Non, je dis pas le bon, désolé. Voilà, la première inquisitrice, la légende de Magda Cyrus. Alors c'est important de lire, si vous comptez vous mettre à l'épée de vérité, il est important de lire celui-là avant, parce que tout simplement dans la saga de l'épée de vérité, il y a énormément de références à la première inquisitrice, et pour mieux comprendre justement les liens, de pourquoi est-ce qu'ils en parlent, pourquoi à ce moment pas un autre, je vous conseille de le lire. Maintenant, vous pouvez le trouver sur Amazon à pas très cher, vu qu'il n'est pas vraiment, il sera pas édité en version de poche comme les autres. Donc voilà, je vous conseille de débuter par celui-là. Ensuite, en deuxième préquel, cette fois-ci c'est sur le sorcier, le premier sorcier Zedecus Zul'Zorander. C'est pas facile à dire et je me suis entraîné 10 fois avant. Il y a celui-là, Dead Dos. Il est petit, il coûte dans les 10 €. Et en fait, ça explique un petit peu le cheminement du sorcier Z. C'est pas une histoire vraiment importante dans la trame principale, mais c'est quand même sympathique d'en savoir un petit peu plus sur des personnages qui t'accompagnent depuis longtemps. Et pour en arriver à la trame principale, donc qui est l'épée de vérité. Alors, le premier est assez mouse, comme vous voyez. Il fait exactement 1003 pages. Le deuxième, il me semble qu'il fait le double. Et en fait, c'est à partir du numéro 12 que ça devient plus raisonnable. C'est dans les 500-600 pages maximum. Ou ouais, c'est ça, maximum. Donc voilà, dans l'épée de vérité, nous suivons Richard Cipher, qui par le plus grand des hasards se retrouve projeté dans un monde où la magie existe. Parce qu'il faut savoir qu'il y a les terres du milieu, l'ancien monde et terre d'ouest principalement, qui sont tous les trois séparés par une barrière magique infranchissable. Il s'avère que cette barrière est annihilée après le passage. Là, ça va être compliqué d'expliquer un petit peu. Je crois que je vais faire simple. Je vais expliquer le monde, l'univers, les enjeux et les personnages. Alors, dans les personnages importants, je vous les donne pas dans l'ordre d'apparition, bien sûr. Il y a forcément Zedecus Zul'Zorander, ou Z, pour être plus simple, qui lui est le premier sorcier. C'est-à-dire que c'est un sorcier particulièrement puissant, qui est le grand-père de notre héros, de Richard Cipher, qui petit à petit au fil de l'aventure, on va découvrir après le tome 1, qu'en fait il ne s'appelle pas Cipher mais Ral, comme Darken Ral, qui est le premier méchant de cette saga. Il faut savoir que Darken Ral est le père de Richard, et qu'il est, il garde son peuple sous la tyrannie, la torture et la peur. C'est pas très cool de la part d'un dirigeant. Bon, nous, nos politiciens, ils font un peu pareil, mais on n'a pas de sourcier de vérité pour venir les buter. Donc, enfin bref, pour en revenir à Richard Cipher Ral, il devient le sourcier de vérité. C'est-à-dire que il doit trouver la vérité. Il a une épée qui est décrite justement dans Magda Cyrus.
Et cette fameuse épée va lui permettre, elle est donc magique, s'il juge que la personne est coupable ou ne l'est pas, s'il juge que la personne est coupable, eh bien tout simplement avec l'épée il va pouvoir tuer la personne. S'il juge que la personne au fond de lui n'est pas coupable, l'épée va s'arrêter et ne va pas tuer la personne. On apprend aussi que Richard n'est pas seulement le sourcier de vérité, mais également un sorcier de guerre, c'est-à-dire le premier depuis plus de 1000 ans. Son pouvoir de sorcier de guerre ne va pas être, il ne va pas beaucoup apprécier d'être un sorcier. Il va mettre du temps à l'accepter, à le comprendre et à s'en servir. Et finira du coup à la tête de Dara, qui est la grande cité et qui a foutu le bordel dans les terres du milieu. Je m'égare. Pour en revenir du coup au personnage, il y a aussi Kalan Amnel, qui est la mère inquisitrice. Alors, dans ce monde, les inquisitrices, ce n'est pas comme à l'inquisition espagnole, des prêtres qui viennent te juger pour sorcellerie et te brûler. Ici, elles font respecter les lois, les règles, en condamnant les coupables. Elles ont un pouvoir, c'est le toucher de l'inquisitrice, qui justement, si elle n'arrive pas à lire en la personne, elle va toucher la personne, et de là, ça va détruire l'âme de la personne, du coupable, et du coup, il n'aura qu'une seule obsession, c'est lui obéir, lui dire toute la vérité, n'omettre aucun mensonge, vraiment être le plus franc possible pour lui faire plaisir. La protéger, obéir à ses ordres, etc. La mère inquisitrice a aussi un second pouvoir, le Kundar ou rage de sang. Dans un roman, comment ça apparaît déjà? Ça apparaît sous forme d'une sorte de lance électrique, de jet électrique, assez puissant pour carboniser des gens. Donc, à savoir que dans l'ordre des inquisitrices, vu qu'elle est la toute dernière de son espèce, il y a inquisitrice, et on en élit chaque fois une pour devenir mère inquisitrice, qui sera à la tête de toutes. Sauf que, se retrouvant seule, elle devient donc la mère inquisitrice. Passons à d'autres personnages. Passons par exemple à un personnage que j'aime, j'adore aussi Kalan, mais il y a d'autres personnages. Il y a Kara. Alors dans cet univers, il y a une sorte de police, les Mordsites. C'est une élite de femmes qui ont été enlevées dans leur enfance, qui ont été assez gore, hein, qui ont été torturées pour justement pouvoir devenir Mordsites. À savoir qu'à chaque fois, ces enfants sont enlevés de leurs parents. Elles n'ont aucune nouvelle. On leur donne des mensonges, on les affame, on les maltraite. Et au bout de cette formation, elles deviennent des Mordsites en uniforme de cuir rouge avec une natte et un agile. Ce qu'on appelle un agile, c'est une sorte de tige en cuir reliée à une chaîne d'or qui pendent au poignet. Cet instrument provoque une douleur atroce à la personne ciblée. Même la Mordcite ressent cette douleur, sauf qu'elle y est habituée depuis son plus tendre enfance à souffrir que ce soit les coups, que ce soit d'un agile. Donc du coup, pour elle, c'est naturel, c'est normal. Et donc cette fameuse Kara va être la protectrice attitrée de Richard pendant toutes ses aventures jusqu'à la fin. À noter aussi qu'il y a d'autres Mordcites qui seront intéressantes, comme Berdine, mais je ne vais pas en parler plus, sinon la vidéo va durer trop longtemps. À savoir que du moment que Darkenral a été éliminé, la première phalange, qui est l'élite des Darans, de l'armée d'Aran, va se plier direct sous les ordres de Richard. L'armée d'Aran tout court, et les Mordcites aussi. Richard leur offre la possibilité de dire adieu à l'uniforme rouge et à l'agile, mais justement parce que pour ces femmes, elles n'ont jamais eu de choix dans la vie, elles ont toujours été obligées d'accomplir des missions qu'elles n'aimaient pas forcément faire, parce qu'elles ont aussi été violées par Darkenral.
Elles ont subi des sévices sexuels, des sévices psychologiques, et j'en passe. Elles ont tellement d'amour et de respect pour leur nouveau seigneur qu'elles ont décidé de continuer à le servir, mais plus par respect et par amitié. Bon, j'en ai fini. Ah oui, elles ont un petit pouvoir, le souffle de vie. C'est quand une personne est à la limite de la mort ou morte depuis très peu, elles peuvent lui insouffler ce souffle de vie. Elles s'en servent généralement pendant les dressages, c'est comme ça qu'elles appellent les séances de torture, pour amener une de leurs victimes à la vie qui était au seuil de la mort. Donc j'en finis avec elle, avec les mortites. Pardonnez-moi, j'ai plus de salive, je reprends un petit peu d'eau. Alors, vous allez me dire, sorciers, ok, mais comment sont-ils formés? Où sont-ils formés? Ils sont formés au palais du peuple, non, au palais du peuple, oh là là, au palais du prophète qui est dans l'ancien monde et qui est dirigé par la dame abbesse, la gérante, la régnante, la supérieure, voilà, pardon, excusez-moi, il est tard et je tourne tard. La dame abbesse est la supérieure des Sœurs de la Lumière, qui ont pour mission de recueillir tous les jeunes, tous les apprentis sorciers, prophètes et compagnie, pour leur apprendre justement la maîtrise de leurs dons et les relâcher plus tard dans le monde. Sauf que, tout n'est pas si beau dans ce petit monde, dans ce petit cloître, car déjà il y a un charme qui fait que le temps est ralenti. Par exemple, la dame abbesse, elle a plus de 1000 ans. What, quoi? Comment peux-tu vivre autant de vie? Voilà. Et dans cet ordre des Sœurs de la Lumière qui pratiquent aussi la magie, il y a les Sœurs de l'Obscurité qui, elles, sont vouées, oui, parce que, excusez-moi, j'ai oublié d'expliquer, les Sœurs de la Lumière sont vouées au Créateur, qui est leur Dieu, et les Sœurs de l'Obscurité, ce sont des Sœurs de la Lumière qui ont fait session et qui ont décidé d'obéir au gardien. Le gardien, c'est le gardien du royaume des morts, donc il leur donne plus de pouvoir, mais voilà, l'obscurité, c'est pas cool. Et justement, en parlant des Sœurs de l'Obscurité, on va parler de ma préférée, du coup qui est devenue ex-Sœur de l'Obscurité, Nikki. Alors, je crois qu'il n'y a pas, du coup c'est une magicienne particulièrement puissante, qui s'est retrouvée, comment dire, pour elle la vie n'a pas été dure, n'a pas été simple. Après avoir quitté justement le palais, le palais des prophètes, elle s'est retrouvée avec Jagang, un tyran qui marche dans les rêves, et elle a dû lui obéir. Il lui a donné comme mission d'enlever Richard Râle pour l'amener dans l'ancien monde, pour en faire en gros, pour le briser, psychologiquement, émotionnellement, etc. Pour lui montrer que non, il faut trimer, tu n'es pas meilleur qu'un autre, en gros, pour lui, pour Jagang, pour sa vision perverse de la vie et du monde, tout le monde est à la même place, c'est-à-dire tout le monde est de la merde, sauf lui, pour faire simple, avec des mots simples. Bon, au final, il est le dirigeant de l'ordre impérial, qui au bout de plusieurs romans est vaincu par Richard. Pendant sa mission, Nikki découvre que quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, Richard reste égal à lui-même, c'est-à-dire altruiste, vouloir aider les autres, ne pas se conformer au fait de n'être personne, parce qu'on est tous quelqu'un, et petit à petit il fait prendre conscience à Nikki qu'elle s'est fourvoyée, complètement. Donc ça continue, blablabla dans l'histoire. Nikki au sein de l'ordre, elle devient, on l'appelle la maîtresse de la mort, parce qu'elle est tellement puissante qu'elle peut tuer sans état d'âme, sans
parce qu'elle était perdue à cette époque. Et justement, c'est grâce à la mission où elle doit capturer Richard, l'amener dans l'ancien monde, et lui montrer en gros, c'est pas ce que tu crois la vie c'est ça. C'est là qu'elle s'humanise. Ensuite, elle disparaît un certain temps. Ce qui donne le spin-off, les chroniques de Nikki, que je n'ai pas encore pu lire. Et vu que c'est un spin-off, de toute façon, ça sera un autre épisode. Et je pense que déjà, ça commence à faire 15 minutes. Donc, je vais essayer d'abréger. Enfin, bref, tout finit bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que, dans un autre endroit reculé, les terres sombres, on découvre un ancien peuple qui est chargé de protéger une ancienne muraille. Une ancienne porte, où les sans-âmes sont dedans. Ce sont des peuples assez anciens que les premières guerres, les premiers sorciers en temps de guerre ont créé. On leur a enlevé leur âme et ils sont persuadés qu'en dévorant des gens vivants, jusqu'au sang, la moelle, etc., ils vont s'accaparer leur âme, alors que c'est complètement faux. Donc, c'est l'empereur Sulakan qui les dirige, qui est un spectre, revenu du royaume des morts grâce au sang de Richard. Bien sûr, dans tout ça, je n'ai pas... après, tout finit bien, je vous rassure. Je n'ai pas donné trop... J'ai plus donné des détails sur les personnages. Il y a beaucoup de quêtes. D'ailleurs, il est décrit... l'épée de vérité est décrit comme... ces romans vont tout balayer sur leur passage, comme le firent ceux de Tolkien. Et je pense que c'est vrai. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Lisez. Au moins si vous n'êtes pas tenté par Magda Cyrus, commencez au moins par le tout premier tome, l'épée de vérité, la première leçon du sorcier. Et à savoir que après 15 tomes, il y a une suite, pour l'instant il n'y en a que 4, sous le nom de Les Enfants de Dara. 15 € et il y a très peu de pages, mais ça reste intéressant. Et cette fois-ci, ils sont cette fois-ci, c'est une déesse qui se fait appeler la déesse d'or, qui veut envahir leur monde pour les dévorer. Bon, sur ce, je ne vous en dis pas plus. J'arrête là-dessus et on se dit à bientôt. Allez, bisous mes chouquettes pour un prochain numéro.